Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment va ce matin? Ça va très bien. On va parler de quoi? On va parler d'Israël, Ouais. où véritablement, il semblerait, je parle au conditionnel parce qu'évidemment, il reste encore 24 heures avant de pouvoir dire avec certitude si oui ou non le prochain Premier ministre israélien sera toujours Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou qui est là au pouvoir depuis 12 années de suite. Hein. Il bat ainsi un record de longévité. Avant lui, très peu de premiers ministres avaient mis aussi longtemps à la primature. Alors, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne comprennent pas un peu ce qui se passe en Israël, il faut d'abord savoir que déjà, Israël a un système politique qu'on appelle le système parlementaire. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui détermine, qui élit le gouvernement. Les citoyens élisent les députés. Les députés, eux, mettent en place le gouvernement par le biais des jeux des partis politiques. Donc, ce sont les partis politiques qui ont des représentants au Parlement, qu'on appelle la Knesset, qui, eux, vont, sur la base d'alliances, vont constituer des coalitions qui vont aboutir à des majorités. Et donc, ça a toujours été ainsi depuis la création d'Israël jusqu'en 1948. Et donc, donc depuis lors, les partis politiques ont toujours eu ce rôle central dans la composition des gouvernements. D'autant plus qu'en Israël, la détermination du nombre de députés ne se fait pas au nombre des circonscriptions ou des sièges, non. La désignation des députés se fait à la proportionnelle. Et donc, c'est par le jeu de triangulaire et autres que, évidemment, des coalitions se dégagent, par le jeu des alliances, et ainsi, on détermine une majorité. Donc, il y a 120 députés dans la Knesset israélienne, et donc, il faut, pour avoir une majorité de gouvernement, il faut qu'il y ait au minimum 61 députés. Et justement, depuis 2 ans, on assiste à une véritable instabilité sur le plan de ces alliances-là au niveau du Parlement qui font que, il suffit qu'il y ait un événement, qu'un groupe de députés décide de retirer sa confiance au gouvernement pour que celui-ci tombe et que l'on aille systématiquement à des élections anticipées pour redébattre, pour redéfinir les cartes dans le jeu du Parlement israélien. Et donc, depuis 2 ans, on a organisé à 4 reprises des élections législatives anticipées parce qu'à chaque fois, la majorité s'effondrait du fait qu'il y avait un groupe de députés qui avait décidé de ne plus soutenir la majorité. Et il faut savoir que malheureusement, dans ce style d'organisation politique, de fonctionnement politique, les grands groupes sont limités dans la mesure où ils n'ont pas directement la majorité absolue. Et donc, les grands partis sont obligés de négocier avec les petits partis pour obtenir cette majorité-là. Et ce qui fait que, un parti, parfois avec 2, 3, 4, 5 députés, 6 députés, peut devenir ce qu'on appelle un faiseur de roi. C'est-à-dire que c'est ce petit parti qui tient entre ses mains l'avenir d'un gouvernement. Et donc, souvent, ces petits partis font donc de la surenchère parce qu'ils savent que sans eux, le gouvernement ne peut tenir, le gouvernement risque de tomber. Et donc, dans cette surenchère, parfois, ils arrivent à demander des choses que normalement, dans d'autres systèmes démocratiques, qui ne seraient pas possibles. Si on prend par exemple le cas au Gabon, un parti politique qui a 4 ou 5 députés a très peu de chances de pouvoir imposer quoi que ce soit puisque le modèle d'abord d'élection n'est pas le même, le mode de désignation des députés n'est absolument pas le même et donc l'influence que les petits partis ont au Gabon est absolument quasi inexistant. Par contre, en Israël, du fait du jeu de l'utilisation de l'élection à la proportionnelle, toutes les voix des partis, tous les partis comptent. Et Israël n'est pas le seul pays à utiliser ce mode de scrutin. L'Italie en Europe est l'un des rares, un des derniers même, à toujours garder ce système d'élection à la proportionnelle dans lequel, évidemment, ce sont les petits partis également qui permettent de maintenir les grandes coalitions qui font ces majorités-là. Et donc, Benjamin Netanyahou, qui était un véritable maître dans l'art des négociations avec les petits partis, avait su, au cours de toutes ces longues années-là, ces 12 années consécutives à la tête du gouvernement israélien, négocier avec les petits partis. Et on avait vu
évidemment, au fur et à mesure de l'évolution, si tu veux, de ce mode de gouvernance, Benjamin Netanyahu a au fur et à mesure, cesser de se tourner vers le centre, c'est-à-dire vers les partis qui sont modérés, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais plutôt est parti vers l'extrême droite. Donc, Benjamin Netanyahu a toujours bâti son élection sur les partis radicaux, sur les partis religieux, ce qu'on appelle les partis ultra-orthodoxes. Et donc, c'est sur la base de ces négociations avec ces petits partis religieux et d'extrême droite qu'il avait su bâtir des majorités qui lui avaient permis de rester tout au long de ces années au pouvoir. Malheureusement, est-ce que cela sera toujours le cas encore? Non, parce que évidemment, à chaque fois que vous négociez avec des petits partis, surtout si ceux-ci sont de plus en plus extrémistes, il est de plus en plus difficile de tenir les bouts entre d'un côté les modérés et de l'autre côté les extrémistes. Et donc, Benjamin Netanyahu, lors des dernières élections législatives anticipées organisées le 23 mars dernier, avait été chargé par le président Reuven Rivlin de former un gouvernement. Oui, mais il n'a pas pu obtenir la majorité qu'il souhaitait. La faute à qui? La faute à un petit parti qui s'appelle Yesh Atid, qui est dirigé par Yair, Yesh Lapid, le parti centriste de Yair Lapid, qui lui qui a été chargé maintenant par Reuven Rivlin de former le gouvernement, mais Benjamin Netanyahu n'est pas parvenu à véritablement former sa coalition à cause de Naftali Bennett, qui est le chef d'un petit parti de la droite extrémiste. Lui, son petit parti, c'est un parti qui... il faut savoir déjà que Naftali Bennett avait été dans les différentes coalitions de Benjamin Netanyahu. Il était même dans le gouvernement sortant, celui dans lequel Benjamin Netanyahu avait fait le grand gouvernement d'union nationale avec Benny Gantz, formant ainsi la coalition bleu-blanc-rouge. Dans ce gouvernement, Naftali Bennett occupait justement le poste de ministre de la Défense. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement important aux yeux de Benjamin Netanyahu. Et donc, il n'est pas étonnant qu'en Israël, par exemple, le chef d'un tout petit parti ait un poste important dans le gouvernement, en l'occurrence celui du ministre de la Défense, qui est souvent le numéro 2 ou le numéro 3 du gouvernement en Israël. Et donc, Naftali Bennett a décidé de ne plus offrir son soutien à Benjamin Netanyahu et plutôt de se tourner vers le centriste, donc le rival de Benjamin Netanyahu, qui est Yair Lapid, qui est le chef du parti Yesh Atid. Alors, ce Yesh Atid a été, le 29 mai dernier, le président Reuven Rivlin, ayant constaté que Benjamin Netanyahu, au terme de 1 mois de négociations, parce qu'il faut savoir que la loi israélienne permet au Premier ministre désigné par le président de la République de former le nouveau gouvernement, il a 1 mois pour bâtir ses alliances pour obtenir la majorité qui va lui permettre de gouverner et ainsi par la suite de former la composition du gouvernement. Or, au bout de 1 mois d'acte de négociation, Benjamin Netanyahu, il lui manquait 4 députés. Et donc, ces 4 députés auraient largement pu être comblés, ce déficit-là aurait pu être comblé si Naftali Bennett avait accepté de soutenir Benjamin Netanyahu. Mais non, il a décidé de ne plus le faire, parce que il a estimé que Benjamin Netanyahu ne lui a pas fait d'offre suffisamment alléchante, à l'opposé du centriste Yair Lapid, qui lui a proposé exactement le type de proposition que Benjamin Netanyahu avait faite à Benny Gantz, c'est-à-dire qu'on met en place un gouvernement d'union nationale et on instaure un système de rotation. Comme évidemment, avec Benny Gantz, le projet était que Benjamin Netanyahu devait rester 2 ans à la tête du gouvernement, puis au bout de ces 2 ans-là, il devait ensuite passer le flambeau à Benny Gantz, qui lui devait terminer les 3 autres années, terminer le mandat à la tête de la primature. Malheureusement, il n'a pas respecté son accord. Au terme des 2 années passées à la tête du gouvernement, Benjamin Netanyahu a plutôt essayé de contourner l'appui de Benny Gantz et a essayé évidemment d'obtenir de nouer des alliances avec d'autres partis. Et donc, ce qui a fait que Benny Gantz a décidé de bloquer en quelque sorte
la bonne marche, enfin de retirer son appui à la coalition qu'il avait formée avec Benjamin Netanyahu. Et lors du vote sur le budget de l'année 2020, Benny Gantz a tout simplement refusé de voter le budget qui avait été présenté par Benjamin Netanyahu, ce qui a entraîné évidemment une crise de gouvernement, parce que sans budget, le gouvernement ne peut pas fonctionner. Benny Gantz avait expliqué son geste par le fait que, d'une part, il estimait que depuis qu'il était vice-premier ministre, jamais il n'avait été consulté par Benjamin Netanyahu pour les grandes questions concernant notamment la sécurité d'Israël, des questions liées à la volonté d'implanter de nouvelles colonies, notamment en Cisjordanie, par Benjamin Netanyahu, en voulant annexer la vallée du Jourdain. Cette volonté-là, de Benjamin Netanyahu de poser cet acte politique a été faite sans concertation avec le parti bleu-blanc-rouge de Benny Gantz. Et donc, pour lui, cela montrait à suffisance que Benjamin Netanyahu ne respectait pas sa parole et que Benjamin Netanyahu n'avait non plus l'intention de lui transmettre le flambeau à la tête de la primature, parce que derrière, il faut bien le comprendre, derrière l'avenir politique de Benjamin Netanyahu à la tête du gouvernement se joue aussi l'avenir judiciaire, où plusieurs affaires l'attendent. Il bénéficie encore d'une immunité en tant que Premier ministre, mais il est conscient que s'il quitte le poste de Premier ministre, automatiquement, il devra rendre compte à la justice pour un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. Et donc, Yair Lapid a courtisé Naftali Bennett en lui proposant exactement le même format qu'avait fait Benjamin Netanyahu avec Benny Gantz, c'est-à-dire un gouvernement dans lequel il y aurait une rotation à la tête du gouvernement. Donc, pendant 2 ans et demi, Yair Lapid dirigerait le gouvernement pendant 2 ans et demi à 3 ans, et les 2 ans et demi, les 2 ans qui resteraient, Naftali Bennett pourrait devenir Premier ministre, ce qui serait une première. C'est-à-dire que dans l'histoire d'Israël, on n'a jamais vu le chef d'un tout petit parti qui est loin d'avoir la majorité à la Knesset devenir le Premier ministre, donc le chef de cette majorité-là. Et donc c'est cette proposition qui a véritablement changé la donne pour Naftali Bennett et donc qui a décidé de soutenir le centriste Yair Lapid. Et donc, derrière, évidemment, ça c'est ce qu'ils disent officiellement, mais dans le fond, on sait que la chose qui lie exactement les deux hommes, c'est le fait que Naftali Bennett aussi a reproché à Benjamin Netanyahu de n'être pas allé assez loin, notamment dans l'implantation de nouvelles colonies dans la vallée du Jourdain, et surtout le fait qu'il n'y ait toujours pas des constructions qui ont été amorcées dans ce cadre-là, parce qu'évidemment, il y avait des tractations aussi bien avec les États-Unis qu'avec un certain nombre d'acteurs qui sont intéressés, qui sont particulièrement vigilants sur ce qui se passe en Palestine. Et surtout, Benjamin Netanyahu ne voulait surtout pas, relancer, augmenter des tensions, parce que Israël venait de signer pour la première fois des relations diplomatiques, de nouer des relations diplomatiques avec certains États arabes. On connaît Bahreïn, les Émirats arabes unis en l'occurrence. Et donc, pour lui, annexer, augmenter, mettre en plus rapidement des implantations dans la vallée du Jourdain, serait politiquement contre-productif. Et c'est justement ce que Naftali Bennett a reproché à Benjamin Netanyahu, de ne pas avoir tenu ses engagements en ce qui concerne l'annexion de la vallée du Jourdain, et par conséquent, il a décidé de lui retirer son soutien. Et on sait que par après, est-ce que cette coalition de gouvernement-là va fonctionner entre Yair Lapid et Naftali Bennett? Personnellement, je ne le pense pas, tant idéologiquement, il faut aussi bien regarder, idéologiquement, ces deux personnalités sont totalement opposées. Yair Lapid, lui, c'est un centriste. Il est ouvert à la négociation avec les Palestiniens pour évidemment relancer les accords de paix. Il est tout au plus lui aussi favorable à la création d'un État d'Israël et d'un État palestinien vivant côte à côte, ce que n'accepte absolument pas Naftali Bennett, qui lui est contre toute idée de création d'un État palestinien. Tout au plus, l'État palestinien ne doit jamais voir le jour en Israël. Tout au plus, on doit leur donner certes un lopin des terres, mais en dehors des terres d'Israël. Donc ça, évidemment, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on pense que sur les questions de budget, sur les questions de sécurité, il va aussi avoir des problèmes, parce que les questions de budget, il va bien falloir financer d'éventuelles nouvelles implantations de colonies.
trop long. On sait que pour le moment, c'est une question extrêmement sensible. On se rappelle qu'il y a 3 semaines, le fait que Benjamin Netanyahu avait demandé à des familles qui occupaient le quartier de Sheikh Jarrah de quitter cette zone-là pour aller habiter ailleurs. Sheikh Jarrah, c'est une zone qui est à la limite au niveau entre la partie sous contrôle israélienne, mais du côté de Jérusalem-Est. Et donc, cela avait lancé le feu aux poudres. Conséquence, 11 journées de combat intense entre d'un côté le Hamas dans la bande de Gaza et l'armée israélienne de Benjamin Netanyahu. Donc, évidemment, on sort de cette période-là extrêmement sensible. La tension reste encore vive et je ne pense pas que dans l'état actuel des choses, surtout avec un retour, certes, à minima, mais un retour quand même des États-Unis dans le jeu des relations entre Israël et Palestine, je ne pense pas que ces deux personnalités-là vont pouvoir s'entendre sur ces questions budgétaires liées à la mise en œuvre de nouvelles implantations, sur des questions sécuritaires, notamment en ce qui concerne un ensemble d'opérations qui doivent être menées, notamment dans le cadre de la lutte contre le Hamas, qui est toujours considéré par Israël comme étant une organisation terroriste. Donc tout ça fait dire que, évidemment, quand on regarde, ils ont un point commun, c'est celui de tout mettre en œuvre pour mettre un terme au règne sans partage, au long règne de Benjamin Netanyahu. Malheureusement, à mon sens, cela ne sera pas suffisant pour Naftali Bennett et Yair Lapid de pouvoir mettre en place une véritable coalition solide et donc, par conséquent, Israël n'est toujours pas sorti de sa zone de turbulence et d'instabilité. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation politique en Israël ce matin dans le cadre de l'actualité internationale. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans l'UDA Fresh Morning, on se retrouve dans quelques secondes. Start Fresh Morning.